Un médecin a sauvé un homme de la mort sans savoir qu'il était un millionnaire qui changerait sa vie. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Les rues luisantes de pluie du centre de Paris reflétaient la lueur ambrée des réverbères comme des pièces d'or éparpillées. Docteur Sophie Moreau resserra sa veste en cuir usé autour de ses épaules, luttant contre le froid automnal qui semblait pénétrer jusqu'à ses os. Une nouvelle garde épuisante de 36 heures à l'hôpital général métropolitain l'avait laissé exténué, les pieds douloureux dans ses chaussures confortables, l'esprit embrumé par la fatigue. La garde de nuit avait été particulièrement éprouvante. 3 opérations d'urgence, d'innombrables consultations et le poids omniprésent des factures impayées qui pesaient sur sa tête. À 32 ans, ce n'était pas exactement là où elle s'était imaginée. Une brillante carrière médicale, certes, mais luttant pour joindre les deux bouts dans un minuscule appartement, noyé sous les prêts étudiants et gardant à peine la tête hors de l'eau. Sophie vérifia sa montre. 2h47 du matin. Le métro serait presque vide à cette heure et le raccourci par la ruelle Dumont lui économiserait 15 précieuses minutes de marche. Elle avait emprunté cet itinéraire d'innombrables fois auparavant, connaissant chaque fissure dans le pavé, chaque tag de graffiti sur les murs, chaque ombre projetée par les escaliers de secours au-dessus. Le bruit de ses pas résonnait contre les murs étroits de la ruelle, se mêlant au goutte à goutte régulier de l'eau, s'écoulant des gouttières débordantes. La ville qui ne dort jamais était au moins devenue plus calme, sa cacophonie habituelle, réduite à un bourdonnement lointain de circulation nocturne et au passage occasionnel d'un chat rôdant parmi les poubelles débordantes. C'est alors qu'elle l'entendit. Un gémissement doux à peine audible par-dessus le bruit ambiant de la ville l'arrêta net. Sophie retint son souffle, écoutant attentivement. Le voilà de nouveau, un son de douleur, impossible à méconnaître. Pour quelqu'un qui avait passé des années en médecine d'urgence, le bon sens lui disait de continuer à marcher, d'appeler le 15 et de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ce qui se passait dans cette ruelle sombre. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, ce même instinct qui l'avait poussé à devenir médecin en premier lieu, la fit attraper la lampe de son téléphone à la place. Le rayon traversa l'obscurité, révélant une silhouette recroquevillée allongée face contre terre sur le pavé mouillé. Le costume gris anthracite coûteux de l'homme était trempé, à la fois par la pluie et par quelque chose de plus sombre qui s'étendait sur son dos. Même dans cet état, tout en lui parlait de richesse et de raffinement, depuis ses cheveux parfaitement taillés, striés d'argent, jusqu'à ses chaussures en cuir italien. La formation médicale de Sophie se déclencha automatiquement. Elle se précipita en avant, s'agenouillant à côté de lui, ses mains vérifiant déjà ses signes vitaux. Son pouls était faible mais présent, sa respiration superficielle et laborieuse. Quand elle le retourna délicatement, ses yeux s'entr'ouvrirent brièvement, révélant des iris bleus saisissants qui semblaient la transpercer malgré leur apparence voilée. « Monsieur, pouvez-vous m'entendre » Sophie pressa son écharpe contre la blessure, essayant d'arrêter le saignement. « Je suis médecin. Les secours arrivent. » Elle composait déjà le 15 de sa main libre, communiquant leur position et l'état de la victime avec une efficacité professionnelle. Les lèvres de l'homme bougèrent, essayant de former des mots. Sa main s'accrocha faiblement à son bras, laissant des empreintes sanglantes sur sa manche blanche. Il y avait une urgence dans son toucher, comme s'il était désespéré de communiquer. Quelque chose avant que la conscience ne lui échappe complètement. « N'essayez pas de parler », ordonna fermement Sophie, maintenant la pression sur la blessure. « Économisez vos forces. » Elle pouvait entendre les sirènes au loin, se rapprochant à chaque seconde qui passait. Les yeux de l'homme se verrouillèrent, dans les siens une dernière fois avant de se fermer, sa prise sur son bras se relâchant. Quand l'ambulance arriva, Sophie donna aux ambulanciers un rapide compte-rendu de son état et des soins d'urgence qu'elle avait administrés. Alors qu'ils le chargèrent sur la civière, elle aperçut quelque chose qui était tombé de sa poche, une carte de visite, maintenant tachetée de pluie et de sang. Elle la ramassa automatiquement, enregistrant à peine le nom avant de la fourrer dans sa poche. Alexandre Boisnoir, PDG de Boisnoir Construction et Développement. Debout seul dans la ruelle, regardant les lumières rouges de l'ambulance disparaître au coin de la rue, Sophie n'avait aucun moyen. De savoir que cette rencontre fortuite
bouleverserait toutes les certitudes de son monde soigneusement ordonné. Elle n'aurait pas pu deviner que le simple fait de s'arrêter pour aider un inconnu blessé l'entraînerait dans une toile d'intrigues, d'entreprises et de secrets enfouis depuis longtemps qui la forcerait à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur son passé, sa famille et elle-même. Tout ce qu'elle savait à ce moment-là, c'est qu'elle avait froid, qu'elle était fatiguée et qu'elle était maintenant en retard pour ses précieuses quelques heures de sommeil avant sa prochaine garde. Elle se tourna vers chez elle, ses chaussures clapotant dans des flaques qui semblaient maintenant plus sombres qu'avant. Derrière elle, la ruelle vide gardait ses secrets, attendant l'aube pour révéler les premiers fils d'une histoire qui changerait tout. Le lendemain matin arriva beaucoup trop vite, s'annonçant avec des lumières fluorescentes agressives et le goût amer du café d'hôpital. Sophie se tenait dans la salle de repos du personnel, essayant de forcer son esprit épuisé à se concentrer sur les dossiers des patients devant elle. Les événements de la nuit précédente semblaient presque oniriques, comme si la rencontre, dans la ruelle, n'avait été qu'un produit de son imagination surmenée. Mais la carte de visite tachée de sang dans sa poche prouvait le contraire. Elle avait consulté les actualités pendant sa brève pause. L'attaque contre Alexandre Boisnoir faisait déjà les gros titres. L'état du magnate des affaires était décrit comme stable mais critique, et les spéculations sur l'incident se multipliaient sur tous les grands médias. Dr Moreau, une infirmière, passa la tête dans la salle de repos. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Dis que c'est important. » Sophie suivit l'infirmière jusqu'à l'accueil, où une grande femme en tailleur gris impeccable attendait. Tout en elle rayonnait d'efficacité professionnelle, de ses cheveux blonds parfaitement coiffés à son sac à main de designer. « Docteur Moreau, je suis Victoire Hiver, l'assistante personnelle de Monsieur Boisnoir. » Le sourire de la femme était professionnel, mais chaleureux. « Monsieur Boisnoir se remet à l'hôpital de la Miséricorde et il m'a spécifiquement demandé de vous trouver. Il aimerait vous remercier personnellement pour votre aide d'hier soir. » L'estomac de Sophie se serra. « Ce n'est vraiment pas nécessaire. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Néanmoins, Victoire produisit une carte de visite avec une élégance distinguée. « Quand vous aurez un moment, veuillez me contacter pour organiser une rencontre. Monsieur Boisnoir insiste. » Avant que Sophie ne puisse protester davantage, son beeper sonna. Une autre urgence aux urgences. Elle prit la carte automatiquement, se tournant déjà vers les portes. « J'y réfléchirai », lança-t-elle par-dessus son épaule, sachant qu'elle n'avait aucune intention de faire une telle chose. Le reste de sa garde passa dans un flou de patients, de procédures et de paperasse. Ce n'est que lorsqu'elle changeait de scrub ce soir-là qu'elle remarqua la pile d'enveloppes manilles dans son casier, du courrier transmis par le bureau administratif de l'hôpital. La plupart étaient habituelles. Revues médicales, paperasse d'assurance, factures auxquelles elle préférait ne pas penser. Mais la dernière enveloppe la fit s'arrêter. Elle était vieille, le papier jauni par l'âge, adressé au docteur Sophie Moreau à son précédent appartement. L'adresse de retour était floue et illisible, mais quelque chose dans l'écriture semblait étrangement familière. Avec des doigts tremblants, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, ses bords usés comme si elle avait été pliée et dépliée de nombreuses fois avant d'être envoyée. Le message était bref, écrit de la même écriture douloureusement familière. « Ma très chère Sophie, si tu lis ceci, quelque chose s'est produit. La vérité sur la raison pour laquelle je suis parti est plus compliquée que tu ne le sais. Regarde dans le coffre 2187, à la Banque nationale première du centre-ville. Ce que tu y trouveras expliquera tout. Je suis désolé de t'avoir laissé avec tant de questions. J'espère qu'un jour tu comprendras. Avec amour, papa. » Sophie s'effondra. Sur le banc, ses jambes soudainement incapables de supporter son poids. 15 ans. Cela faisait 15 ans que son père avait disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que des dettes croissantes et une série de questions qui l'avaient hanté depuis. 15 ans à se demander s'il était vivant ou mort, s'il les avait abandonnés volontairement ou si quelque chose de plus sinistre l'avait éloigné. Et maintenant cette lettre, apparaissant de nulle part le même jour où elle avait sauvé la vie de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Son esprit rationnel lui disait que cela devait être une coïncidence, mais quelque chose de plus profond, ce même instinct qui l'avait fait.
s'arrêtait dans la ruelle, lui murmurait que ces événements étaient liés d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Elle relut la lettre, mémorisant chaque mot, chaque courbe de l'écriture de son père. La banque mentionnée n'était qu'à quelques pâtés de maison de l'hôpital. Elle serait encore ouverte pendant 1 heure. Sophie regarda sa montre, puis la carte de visite de Victoire Hiver, toujours glissée dans sa poche à côté de celle tachée de sang d'Alexandre. Bois-Noir. Elle avait un choix à faire, rentrer chez elle, prendre un repos bien nécessaire et prétendre que rien de tout cela ne se passait, ou suivre ce terrier de lapin et voir où il menait. Dans son cœur, elle savait déjà ce qu'elle choisirait. Certaines questions, une fois posées, exigèrent des réponses, peu importe le coût. Elle rassembla ses affaires, enfila sa veste et se dirigea vers la porte. La banque serait son premier arrêt, mais d'une manière ou d'une autre, elle savait que ce ne serait pas son dernier. Les ondulations de la rencontre de la nuit dernière se propageaient, troublant des eaux qui étaient restées calmes depuis trop longtemps. Le hall en marbre de la Banque nationale première semblait incroyablement vaste à cette heure tardive, les pas de Sophie résonnant sur les sols polis alors qu'elle s'approchait de la zone des coffres-forts. La lettre de son père brûlait dans sa poche comme un charbon ardent, chaque pas la rapprochant des réponses qu'elle avait cherchées pendant 15 ans. L'employé de la banque, une femme âgée aux yeux bienveillants derrière des lunettes, à monture métallique, examina son identité et la lettre avec une précision méthodique. « Coffre 2187 », murmura-t-elle, conduisant Sophie à travers une lourde porte en acier dans une pièce sans fenêtre, bordée de tiroirs métalliques identiques. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, ma chère. » Le contenu du coffre semblait étonnamment banal à première vue. De vieilles photographies, un petit carnet en cuir et une épaisse enveloppe manille. Mais lorsque Sophie commença à les examiner de plus près, ses mains tremblant légèrement, le véritable poids de ce qu'elle tenait devint clair. Les photographies montraient son père avec divers cadres lors de ce qui semblait être des événements d'entreprise. Dans plusieurs, il se tenait à côté d'un Alexandre Bois-Noir plus jeune, les 2 hommes souriant à l'appareil photo. Mais c'est la dernière photo qui lui coupa le souffle, son père serrant la main de quelqu'un qu'elle reconnaissait de la couverture médiatique récente. Richard Bois-Noir, l'oncle d'Alexandre, et l'actuel directeur financier de l'entreprise. Le carnet en cuir contenait page après page de registres financiers détaillés, tous écrits de la main précise de Bissonce, son père. Des chiffres, des dates, des transferts de comptes. La plupart ne signifiaient pas grand-chose pour elle, mais certaines entrées étaient entourées d'encre rouge, avec des notes griffonnées à la hâte dans les marges. Vérifier la source. Vérifier l'authenticité. Qui a autorisé? Mais c'est le contenu de l'enveloppe manille qui la fit s'effondrer dans le fauteuil fourni, ses jambes soudainement faibles. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents, des mémos, qu'internes, des relevés bancaires, et ce qui semblait être des copies de contrats, tous portant l'entête de Bois-Noir Construction. Beaucoup avaient des sections surlignées ou annotées de l'écriture de son père, formant une piste de miettes de pain menant à quelque chose qui lui retournait l'estomac. Les preuves pointaient vers un scandale financier massif. Des millions d'euros détournés par des sociétés écrans, des inspections de sécurité falsifiées, des pots de vin versés à des fonctionnaires municipaux. Et au centre de tout cela, un nom apparaissait encore et encore, Richard Bois-Noir. Une page se détacha d'entre les documents, une note manuscrite de son père. RB sait que j'ai trouvé des preuves. Dit qu'il va gérer ça en interne. Ne pas lui faire confiance. Si quelque chose m'arrive, tout est ici. L'esprit de Sophie revint à la nuit précédente. Alexandre Bois-Noir, gisant blessé dans cette ruelle, le regard désespéré dans ses yeux, alors qu'il essayait de lui dire quelque chose. Avait-il découvert ce que son oncle faisait? Était-ce lié à la disparition de son père? Son téléphone vibra, la faisant sursauter. Un message texte d'un numéro inconnu. « Docteur Moreau, c'est Alexandre Bois-Noir. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler de toute urgence. C'est à propos de votre père. » Sophie fixa le message, son cœur battant la chamade. Comment savait-il? Elle n'avait dit à personne qu'elle avait trouvé la lettre, qu'elle était venue à la banque. À moins que... Le bruit de pas dans le couloir extérieur la fit lever brusquement les yeux. À travers le panneau de verre dépoli de la porte, elle pouvait voir 2 ombres s'approcher. Quelque chose dans leur démarche déterminée
lui envoya un frisson dans le dos. Agissant rapidement, elle prit des photos des documents les plus importants avec son téléphone, puis rassembla tout le reste dans le coffre. Juste au moment où elle terminait, il y eut un coup à la porte. « Docteur Moreau » appela une voix masculine. « Sécurité. Nous avons besoin que vous sortiez immédiatement. » L'esprit de Sophie tournait à toute vitesse. La banque était encore ouverte pour une trentaine de minutes. Il n'y avait aucune raison pour que la sécurité lui demande de partir, à moins qu'il ne soit pas vraiment la sécurité. Elle attrapa son sac, son cœur tonnant dans sa poitrine. L'employé lui avait montré la sortie de secours quand elle était entrée, une exigence pour toutes les salles de coffre-fort. Elle était destinée aux incendies ou autres catastrophes, mais en ce moment, cela semblait être sa seule option. Les coups reprirent, plus insistants cette fois. « Docteur Moreau, ouvrez la porte. » Sophie actionna la barre de déverrouillage de la sortie de secours, déclenchant une alarme qui hurla dans le bâtiment. Elle émergea dans l'air du soir, débouchant dans une ruelle derrière la banque. Sans regarder en arrière, elle courut, les mots de son père résonnant dans son esprit. « Ne lui fais pas confiance, si quelque chose m'arrive. » 3 pâtés. De maison plus loin, elle s'arrêta enfin, se glissant dans un café bondé de clients après le travail. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone, regardant à nouveau le message de Boisnoir. Elle avait passé 15 ans à se demander ce qui était arrivé à son père. Maintenant que la vérité était à portée de main, elle ne pouvait pas s'arrêter. Peu importe combien cela pouvait être dangereux. Elle tapa une réponse. « Où pouvons-nous nous rencontrer ?» La réponse vint presque immédiatement. « Venez à l'hôpital de la Miséricorde, chambre 1242. Venez seul. Et docteur Moreau, faites attention à qui vous faites confiance. Sophie. » Regarda par la fenêtre du café les rues de la ville qui s'assombrissaient. Quelque part là-bas, les secrets de son père étaient enfin mis en lumière. Mais pour chaque réponse qu'elle découvrait, de nouvelles questions surgissaient. Qui étaient ces hommes à la banque? Comment Boisnoir connaissait-il son père? Et surtout, à qui pouvait-elle faire confiance? Les couloirs de l'hôpital de la Miséricorde étaient plus calmes que ceux du métropolitain, l'air lourd de désinfectants coûteux et du doux bip des équipements médicaux haut de gamme. Les pas de Sophie semblaient trop bruyants sur les sols polis alors qu'elle se dirigeait vers l'aile privée, son esprit encore en effervescence à cause des événements à la banque. Elle avait changé de vêtements et s'était assurée qu'elle n'était pas suivie, prenant un itinéraire détourné qui l'avait fait passer devant plusieurs caméras de sécurité. Si quelqu'un surveillait ses mouvements, il saurait qu'elle n'essayait pas de se cacher. Parfois, la meilleure façon d'éviter les soupçons était d'agir comme si on n'avait rien à cacher. La chambre 1242 était gardée par 2 hommes, en costume qui ressemblait plus à des agents fédéraux qu'à du personnel de sécurité hospitalier. Ils vérifièrent minutieusement son identité avant de la laisser passer, leurs expressions ne révélant rien. Alexandre Boisnoir était assis dans son lit, paraissant remarquablement composé pour quelqu'un qui avait été gravement blessé à peine 24 heures auparavant. La chambre d'hôpital luxueuse était remplie de fleurs et de cartes de prompt rétablissement, mais l'œil exercé de Sophie remarqua les caméras de sécurité dans chaque coin et la serrure renforcée sur la porte. « Docteur Moreau » La voix de Boisnoir était plus forte qu'elle ne s'y attendait, ses yeux bleus vifs et alertes. « Merci d'être venu. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Il fit un geste vers une chaise à côté de son lit. « Vous avez dit que c'était à propos de mon père. » Sophie resta debout, sa main touchant inconsciemment le téléphone dans sa poche où les photos des documents étaient stockées. « Comment saviez-vous ?»« Parce que Robert Moreau était plus qu'un simple comptable de mon entreprise. » L'expression de Boisnoir s'adoucit. « Il était mon ami, et il a essayé de me mettre en garde contre ce qui se passait il y a 15 ans. Je ne l'ai pas écouté. » Il bougea dans le lit, grimaçant légèrement. La nuit de sa disparition, il m'a laissé un message, des preuves d'irrégularité financière qu'il avait découvertes. Mais le temps que je le reçoive, il avait disparu, et les preuves s'étaient volatilisées. Le cœur de Sophie s'accéléra. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Tout. Boisnoir appuya sur un bouton de la télécommande de son lit, fermant les stores électroniques de la chambre. Il y a 3 semaines, j'ai trouvé des anomalies. Dans nos comptes actuels, similaires à ce que votre père avait signalé. Quand j'ai commencé à enquêter, j'ai découvert que certains projets n'étaient pas seulement hors budget,
Ils étaient des façades pour des opérations de blanchiment d'argent, des matériaux de construction jamais livrés, des entrepreneurs qui n'existaient pas, des inspections de sécurité qui étaient falsifiées. Il fit une pause, son expression grave. J'ai confronté mon oncle Richard à ce sujet. Le lendemain, j'ai été attaqué dans cette ruelle. Si vous ne m'aviez pas trouvé, il laissa la phrase inachevée. Sophie s'affaissa dans la chaise, ses jambes soudainement faibles. Les hommes à la banque aujourd'hui, ce n'était pas la sécurité, n'est-ce pas? Non, confirma Boisnoir. Richard a dû réaliser que vous aviez trouvé les preuves de votre père. Il devient désespéré. L'audit annuel de l'entreprise est dans 3 jours, et cette fois, il n'y a pas moyen de cacher la vérité. À moins que un doux coup à la porte l'interrompit. Victoire Hiver entra portant un ordinateur portable. Sa parfaite assurance était légèrement froissée, une mèche de cheveux blonds s'échappant de son style habituellement impeccable. « Ils ont avancé l'audit », annonça-t-elle sans préambule. « C'est demain matin, et les membres du conseil d'administration qui vous soutenaient ont soudainement changé de position. Ils votent pour vous retirer de votre poste de PDG. » Le visage de Boisnoir se durcit. Richard fait son mouvement. « Combien de membres du conseil ?»« 8 sur 12. Plus que suffisant pour une majorité. » Les doigts de Victoire volaient sur le clavier de l'ordinateur portable. Il cite votre état mental discutable, après l'attaque comme justification. Sophie observait l'échange, son esprit travaillant rapidement. Les documents que mon père a laissés, ils prouvent tout, n'est-ce pas? C'est pour ça que ces hommes étaient à la banque. Oui, Boisnoir acquiesça, mais sans les originaux. Sophie sortit son téléphone, affichant les photos qu'elle avait prises. Est-ce que celle-ci aiderait? Victoire et Boisnoir se penchèrent en avant, examinant les images. Un lent sourire s'étendit sur le visage de Victoire. Ce sont exactement ce dont nous avons besoin. Avec celle-ci, nous pouvons prouver que le schéma de fraude remonte à 15 ans. Mais nous aurons besoin du témoignage de votre père pour les authentifier. Mon père, la voix de Sophie se brisa. Mais il a disparu, personne ne l'a vu depuis 15 ans. Ce n'est pas tout à fait vrai, dit doucement Boisnoir. Votre père m'a contacté le mois dernier, juste avant que je ne découvre les anomalies. Il se cache depuis toutes ces années, rassemblant des preuves. Il veut se manifester, mais il avait besoin de savoir que c'était sûr. Il rencontra les yeux de Sophie. Il a veillé sur vous tout ce temps, s'assurant que Richard ne pouvait pas vous utiliser pour l'atteindre. Le monde de Sophie bascula sur son axe. Son père était vivant, avait été vivant tout ce temps, assez proche pour veiller sur elle, mais jamais assez proche pour la contacter, pour expliquer, pour la réconforter à travers toutes ces années d'interrogation et d'inquiétude. « Où est-il » exigea-t-elle. « Je peux vous emmener à lui, » proposa Boisnoir, « mais nous devons agir vite. Une fois que Richard réalisera que nous avons les preuves... » Un autre coup à la porte les fit tous se figer. À travers le verre dépoli, ils pouvaient voir un groupe de personnes se rassembler dehors. Victoire vérifia son téléphone, son visage pâlissant. « C'est Richard, » chuchota-t-elle. « Il est ici avec les membres du conseil. Il force le vote maintenant. » Sophie regarda entre le visage déterminé de Boisnoir et les ombres qui bougèrent derrière la porte. Dans quelques instants, Richard entrerait dans la pièce, et tout changerait. Mais cette fois, elle était prête. Cette fois, elle avait des preuves. Et quelque part, son père l'attendait. Victoire agissait avec une efficacité surprenante, ses talons silencieux sur le sol de l'hôpital, alors qu'elle guidait Sophie vers un ascenseur de service, pendant que l'agitation causée par l'arrivée de Richard fournissait une couverture. Alexandre avait insisté pour rester et faire face à son oncle. « Il sera méfiant si je ne suis pas là », avait-il expliqué, pressant une carte-clé dans la main de Sophie. « Allez avec Victoire. Elle sait où trouver votre père. » L'ascenseur de service était exigu et sentait les produits de nettoyage, mais il offrait un accès direct au parking souterrain de l'hôpital. L'esprit de Sophie était assailli de questions, mais l'expression tendue de Victoire décourageait la conversation. La femme blonde vérifiait constamment son téléphone, ses ongles parfaitement manucurés tapant sur l'écran avec une urgence croissante. « Changement de plan », annonça Victoire en atteignant le niveau du parking. Richard a amené plus de personnes que prévu. Il surveille les sorties principales. Elle conduisit Sophie à travers un labyrinthe de piliers en béton et de voitures garées,
leurs pas résonnant dans l'espace caverneux. Nous prendrons ma voiture. Elle est moins visible que le véhicule de l'entreprise qu'ils chercheront. Le véhicule moins visible de Victoire s'avéra être une élégante Audi argentée, ses vitres teintées juste dans les limites légales. Alors qu'elles sortirent du parking, Sophie aperçut des hommes en costume sombre, positionnés à diverses sorties, parlant avec urgence dans des oreillettes. « Votre père, » commença Victoire, une fois qu'elles furent en sécurité dans la circulation du soir, est resté dans une maison sûre en banlieue. Il a recueilli des preuves contre Richard pendant des années, construisant un dossier solide. Mais il avait besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un en qui Richard avait confiance pour confirmer ses soupçons. Et cette personne, c'était vous ? Sophie observait le reflet de Victoire dans la vitre, notant comment le comportement professionnel de la femme semblait légèrement se fissurer à cette question. « J'ai été engagé par Richard il y a 5 ans, admit Victoire, changeant habilement de voix pour éviter un taxi. Il pensait que m'avoir près d'Alexandre l'aiderait à contrôler la situation. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Alexandre avait déjà compris que quelque chose n'allait pas. Nous avons rassemblé des preuves ensemble, essayant de comprendre l'ampleur complète de l'opération de Richard. Sophie traita cette information, son esprit de médecin cataloguant automatiquement les détails et cherchant des incohérences. Mais pourquoi Alexandre n'a-t-il pas confronté Richard plus tôt? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Les mains de Victoire se resserrèrent sur le volant, parce que nous avons découvert que ce n'était pas seulement une question d'argent. Richard utilisait les entreprises de construction pour aider des personnes dangereuses à cacher leurs actifs. Des personnes qui n'hésiteraient pas à faire taire quiconque menacerait leurs opérations. Nous devions être absolument certains d'avoir suffisamment de preuves avant d'agir contre lui. Un SUV noir apparut dans leur rétroviseur, suivant chacun de leurs changements de voie. Victoire le remarqua aussi, son expression se durcissant. « Accrochez-vous » marmonna-t-elle, prenant soudainement un virage serré dans une ruelle étroite. Le SUV suivit, son moteur rugissant alors qu'il accélérait. L'Audi de Victoire se faufilait dans les rues de la ville avec précision, chaque virage calculé pour semer leur poursuite, tout en maintenant une apparence de mouvement de circulation normal. Sophie s'agrippait à son siège, alors qu'elle s'engageait sur une avenue animée, se glissant entre 2 camions de livraison. « Il y a un téléphone jetable dans la boîte à gants », indiqua Victoire, ne quittant jamais la route des yeux. « Le numéro d'Alexandre est programmé dedans. Appelez-le. Il doit savoir que les hommes de Richard nous poursuivent activement. » Les mains de Sophie tremblaient légèrement alors qu'elle composait le numéro. Alexandre répondit à la première sonnerie, sa voix tendue par la tension. « Victoire ? C'est Sophie. Nous sommes suivis. » « Richard sait, » la coupa Alexandre. « Il vient de me montrer des images de vidéosurveillance de la banque. Il sait que vous avez les preuves. » Il y eut une pause, remplie de voix étouffées en arrière-plan. « Écoutez attentivement, votre père n'est plus dans la maison sûre. Les hommes de Richard l'ont trouvé ce matin, mais Robert a laissé un message. Dites à Sophie de se souvenir du carrousel. » Le carrousel. Le souffle de Sophie se coupa alors que les souvenirs affluaient. Les dimanches après-midi au jardin des Tuileries, son père la soulevant sur des chevaux peints, lui apprenant à repérer celui avec un compartiment caché dans sa selle. C'était leur jeu spécial, leur lieu secret pour se laisser des surprises. « Je sais où il est », murmura-t-elle. Victoire lui jeta un regard perçant. « Où ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, leur voiture fut violemment secouée. Le SUV les avait rattrapés, son pare-choc avant heurtant leur quart arrière. Victoire jura, son vernis professionnel se fissurant complètement, alors qu'elle exécutait une manœuvre qui les envoya déraper au coin d'une rue, les pneus hurlant de protestation. « Nous ne pouvons pas les mener à votre père, » dit Victoire, entre ses dents serrées. « Nous devons d'abord les semer. » Sophie regarda leurs poursuivants, puis les rues de la ville qui défilaient devant leurs fenêtres. Quelque part là-bas, son père attendait, comptant sur elle pour comprendre son message. Mais l'atteindre signifiait d'abord survivre à ce jeu à enjeu élevé de chats et de souris à travers les canyons de béton de Paris. Le soleil se couchait, peignant la ville dans des teintes d'or et d'ombre. Alors que Victoire guidait leur voiture à travers un autre virage d'évasion, Sophie réalisa que l'obscurité grandissante pourrait être leur plus grand avantage. Après tout,
Elle connaissait ces rues intimement grâce à ses années de gardes hospitalières, connaissait chaque raccourci, chaque ruelle cachée, chaque façon de disparaître dans le labyrinthe urbain. « Prenez la prochaine à gauche », indiqua-t-elle à Victoire. « J'ai une idée. » La connaissance des ruelles de la ville par Sophie s'avéra inestimable. Elle guida Victoire à travers une série de passages de plus en plus étroits entre les bâtiments, terminant finalement à un quai de chargement derrière l'hôpital général métropolitain, son territoire. L'entrée des ambulances a un angle mort. Dans sa couverture de sécurité, expliqua Sophie alors qu'elles abandonnèrent la voiture. Je l'ai découvert pendant mon internat. Nous pouvons traverser l'hôpital et sortir de l'autre côté. Ils perdront complètement notre trace. Victoire acquiesça avec approbation, retirant déjà ses talons hauts et les remplaçant par des chaussures plates de son sac. « Montrez le chemin, docteur !» Elles se déplacèrent dans les couloirs de service de l'hôpital avec détermination, leurs enjambées confiantes les rendant invisibles parmi le personnel occupé. La blouse blanche de Sophie, toujours dans son sac depuis sa garde précédente, fournissait la couverture parfaite. Victoire marchait à un demi-pas derrière elle, portant un clipboard qu'elle avait produit d'une manière ou d'une autre, ressemblant en tout point à l'administratrice d'hôpital qu'elle n'était pas. 15 minutes et 3 changements d'étage plus tard, elles émergèrent dans une rue calme de l'autre côté du complexe hospitalier. Le soleil s'était complètement couché et la foule du soir s'amenuisait alors que les employés de bureau rentraient chez eux. Leur poursuivant n'était visible nulle part. « Le carrousel est à environ 20 minutes d'ici », dit Sophie, vérifiant son téléphone. « Pas de nouveaux messages d'Alexandre. Mon père et moi y allions tous les dimanches quand j'étais petite. Il m'a appris le compartiment caché dans l'un des chevaux. Disait que c'était notre secret spécial. Victoire héla un taxi avec une aisance pratiquée. Quel cheval? Le noir, avec une étoile argentée sur le front. 4e. Rangé. Sophie sourit au souvenir. Papa disait qu'il était spécial parce qu'il n'essayait pas d'être le plus joli ou le plus tape à l'œil. Il se contentait d'être lui-même, cachant sa vraie valeur là où seules les bonnes personnes la trouveraient. Le taxi se fraya un chemin à travers les rues de la ville, s'assombrissant vers le jardin des Tuileries. L'esprit de Sophie dérivait vers ces dimanches après-midi, les voyant maintenant sous un jour complètement nouveau. Son père l'avait-il préparé même? Alors, lui enseignant les vérités cachées et les messages secrets, sachant qu'un jour elle pourrait avoir besoin de ses compétences. Le carrousel apparut alors qu'elles approchèrent du parc, sombre et immobile après l'heure de fermeture, ses chevaux peints figés dans leur galop éternel. La clôture de sécurité semblait récemment mise à niveau, avec de nouveaux capteurs et caméras clairement visibles. Les hommes de Richard surveilleront cet endroit, chuchota Victoire alors qu'elles en faisaient le tour. Votre père l'aurait su. Nous devons penser comme lui. Où laisserait-il le message? Sophie étudia le carrousel, se souvenant des leçons de son père. Il disait toujours que la meilleure cachette est celle qui est cachée à la vue de tous. Ses yeux se posèrent sur une remise d'entretien près du carrousel. Là, c'est là qu'il stocke les pièces de rechange et la peinture pour les réparations. Papa discutait avec les ouvriers d'entretien pendant que je faisais des tours. Il connaissait leurs horaires, leurs routines. Victoire sortit un petit set de crochets de son sac. Au sourcil levé de Sophie, elle haussa les épaules. Les assistantes de direction ont besoin de compétences diverses de nos jours. La serrure céda rapidement à l'expertise de Victoire. À l'intérieur, la remise était encombrée de pièces de carrousel, des poteaux cassés, des chevaux ébréchés attendant d'être réparés, des pots de peinture de diverses couleurs. Sophie se dirigea résolument vers une pile de registres, de réparation, la voix de son père résonnant dans sa mémoire. « Toujours vérifier les papiers, ma chérie. C'est là que les gens oublient de regarder. » Dans le registre d'entretien daté d'il y a seulement 2 jours, une inspection de routine avait été signée par R. Moreau. L'écriture correspondait parfaitement à celle de la lettre que Sophie avait trouvée à la banque. Ici, elle sortit l'entrée du registre. Y était attachée une clé et une autre note de l'écriture de son père. Consigne 23, Gare du Nord. Dépêchez-vous. Victoire était déjà sur son téléphone, textant rapidement. Alexandre doit voir ça. Si votre père a laissé des preuves à la Gare du Nord... Un bruit à l'extérieur les fit toutes deux se figer. Des pas sur le gravier, plusieurs séries.
s'approchant de la remise. Victoire se déplaça silencieusement vers la porte, regardant à travers une fissure. Son visage se tendit. 3. Hum, souffla-t-elle. L'équipe de sécurité de Richard. Ils devaient en surveiller le carrousel après tout. Sophie regarda frénétiquement autour d'elle, évaluant leurs options. La seule fenêtre de la remise était trop petite pour s'échapper, et la porte était la seule autre sortie. Elles étaient la piéger. Victoire sortit quelque chose de son sac, une petite boîte qui ressemblait étrangement à du gaz lacrymogène de qualité anti-émeute. « Quand je donnerai le signal, courez vers les arbres. Ne vous arrêtez pas. Ne regardez pas en arrière. Allez à la gare du Nord. Alexandre vous y retrouvera. Et vous ?» Le sourire de Victoire était féroce. « J'ai joué l'assistante parfaite pendant 5 ans. Il est temps de montrer à Richard de quoi je suis vraiment capable. » Les pas étaient juste dehors maintenant. Sophie pouvait entendre des voix basses qui se concertaient, le crépitement des communications radio. Elle serra le registre d'entretien avec le message de son père, son cœur battant contre ses côtes. La main de Victoire trouva la sienne dans l'obscurité, la serrant une fois. Prête ? Le chaos qui éclata à la remise d'entretien avait été précisément orchestré par Victoire. Dans la confusion de fumée et de cris, Sophie avait réussi à s'échapper dans l'obscurité du jardin des Tuileries, ses années de navigation, dans les couloirs d'hôpital en cas d'urgence, lui servant bien alors qu'elle se déplaçait silencieusement à travers les ombres. Maintenant, debout dans le vaste hall principal de la gare du Nord, Sophie se sentait exposée, malgré la foule, du soir de navetteurs l'entourant. Le plafond astronomique de la gare s'étendait au-dessus d'elle, ses constellations peintes surveillant les masses pressées en dessous. Elle vérifia à nouveau son téléphone. Toujours pas de message de Victoire depuis leur séparation au quai, parce que les zones de stockage étaient situées dans une section moins connue du niveau inférieur de la gare. Alors que Sophie s'y rendait, elle remarqua comment les foules s'éclaircissaient, remplacées par des ouvriers d'entretien et le touriste perdu occasionnel. La consigne 23 était au bout d'un long couloir, sa porte métallique indiscernable, des autres sauf par son numéro. La clé du message de son père s'ajustait parfaitement. À l'intérieur, Sophie trouva une seule mallette métallique et une autre note de l'écriture de son père. La combinaison et la date de notre première découverte au carrousel. Sophie sourit, malgré sa tension. Elle pouvait visualiser, ce jour clairement, elle avait 7 ans, et son père avait transformé la découverte du compartiment caché en une grande chasse au trésor. La date était gravée dans sa mémoire. 15-09-1998. La mallette s'ouvrit avec un léger clic, révélant un ordinateur portable, plusieurs clés USB et un épais dossier de documents. Mais ce qui attira l'attention de Sophie fut une photographie, posée sur le dessus, clairement récente, montrant son père debout dans ce qui semblait être un petit appartement. Il avait l'air plus âgé, ses cheveux maintenant complètement gris, mais ses yeux avaient la même chaleur dont elle se souvenait. Il a tout documenté. La voix fit pivoter Sophie. Alexandre Boisnoir se tenait dans l'entrée de la consigne, paraissant considérablement plus imposant en costume que dans sa blouse d'hôpital. Sa présence remplissait le petit espace, mais son expression était douce. « Votre père est l'une des personnes les plus méticuleuses que j'ai jamais connues, » continua-t-il, entrant et fermant la porte. Quand il a remarqué pour la première fois les anomalies dans nos comptes, il n'a pas seulement signalé, il a commencé à construire un dossier. Chaque transaction, chaque société écran, chaque document falsifié, il les a tous suivis. Sophie souleva l'ordinateur portable. Alors pourquoi n'est-il pas intervenu plus tôt? Parce que les connexions de Richard sont plus profondes que nous ne le pensions initialement. Le visage d'Alexandre s'assombrit. Votre père a découvert qu'une partie de l'argent blanchi par notre entreprise était liée à des organisations criminelles internationales. Quand il a essayé de le signaler, il a découvert que plusieurs responsables clés des forces de l'ordre étaient payés pour fermer les yeux. Alors il a disparu, murmura Sophie, pour se protéger et me protéger, et pour continuer à rassembler des preuves. Il savait que sans un dossier irréfutable, avec plusieurs copies de tout stocké à différents endroits, Richard trouverait un moyen d'enterrer la vérité. Alexandre commença à examiner les documents de la mallette. Votre père a travaillé avec un petit groupe d'agents fédéraux incorruptibles
construisant un dossier que même les connexions de Richard ne pourraient pas rejeter. Un bruit dans le couloir extérieur les fit tous les deux se tendre. Alexandre se déplaça vers la porte, écoutant attentivement. « Nous devons bouger. La diversion de Victoire ne gardera pas les hommes de Richard occupés, éternellement. »« Où est Victoire maintenant » demanda Sophie, remballant soigneusement la mallette. « En sécurité. Elle rencontre les agents fédéraux avec lesquels votre père a travaillé. » Alexandre vérifia son téléphone. « Ils agissent contre Richard ce soir, mais nous devons d'abord leur apporter ses preuves. » Le bruit de pas résonnant dans le couloir se rapprocha. L'expression d'Alexandre se tendit. « Il y a une autre sortie par les tunnels de service. J'ai étudié le plan de la gare pendant ma convalescence à l'hôpital. Parfois, l'insomnie a ses utilités. » Sophie sécurisa la mallette, son esprit tournant à toute vitesse. « Pourquoi étiez-vous dans cette ruelle cette nuit-là? Celle où je vous ai trouvé ?» Les yeux d'Alexandre rencontrèrent les siens. « Je rencontrais votre père. Il avait finalement décidé qu'il était temps d'agir contre Richard, mais quelqu'un a dû me suivre. L'attaque n'était pas aléatoire. Ils essayèrent de l'atteindre à travers moi. Les pas étaient juste dehors maintenant. » Alexandre tendit la main vers celle de Sophie, la guidant vers un panneau d'accès de maintenance à l'arrière de la consigne. « Votre père nous attend, chuchota-t-il, mais d'abord nous devons nous assurer que ces preuves atteignent les bonnes mains. » Alors qu'Alexandre travaillait à ouvrir le panneau, Sophie pouvait entendre des voix dans le couloir, des hommes. Inconnus discutant de modèles de recherche et de sorties bloquées. Elle pensa à son père, attendant quelque part dans la ville, finalement prêt à émerger de 15 ans d'ombre. Elle pensa à Victoire, affrontant les hommes de Richard avec une détermination féroce. Elle pensa à toutes les pièces de ce puzzle qui s'assemblait lentement depuis cette nuit pluvieuse dans la ruelle. Le panneau s'ouvrit, révélant un passage étroit éclairé par un éclairage d'urgence. Alexandre lui fit signe de passer en premier, sa main stable sur son dos. « Restez proche, » murmura-t-il. « Les tunnels sous la gare du Nord peuvent être un labyrinthe si vous ne les connaissez pas bien. » Alors qu'ils se glissaient dans le passage, Sophie entendit la porte de la consigne s'ouvrir derrière eux. Mais elle n'avait plus peur. Pour la première fois en 15 ans, elle se dirigeait vers des réponses plutôt que des questions, vers la vérité plutôt que l'incertitude, vers une réunion qui se faisait attendre depuis trop longtemps. Le tunnel s'étendait devant dans l'obscurité, mais quelque part à son extrémité, son père attendait. Les tunnels de service sous la gare du Nord formaient un labyrinthe de béton et d'ombre, leur chemin résonnant avec le grondement des trains au-dessus et le bourdonnement lointain du cœur de la ville. Alexandre menait le chemin d'un pas confiant, sa connaissance du système de tunnels s'avérant inestimable alors qu'il naviguait à travers le dédale souterrain. « Mon grand-père a aidé à reconstruire ces tunnels dans les années 1960, » expliqua-t-il à voix basse alors qu'il tournait dans un autre couloir. Il s'est assuré que chaque bois noir les apprenne de l'intérieur. Il disait qu'on ne sait jamais quand on pourrait avoir besoin d'une voie d'évacuation. Sophie serrait la mallette plus fort, son poing un rappel constant de tout ce qui était en jeu. Richard les a appris aussi. Oui, la voix d'Alexandre était grave. C'est pourquoi nous devons être particulièrement prudents. Il saura exactement où sont les points d'étranglement, où positionner ces hommes. Comme pour confirmer ces paroles, ils entendirent des voix résonnant depuis un tunnel de connexion devant eux. Alexandre attira Sophie dans une alcôve de maintenance, leurs corps pressés l'un contre l'autre dans l'espace étroit, alors que des pas s'approchaient et passaient. Dans l'obscurité, Sophie pouvait sentir le cœur d'Alexandre battre rapidement, correspondant à son propre pouls élevé. Une fois les voix évanouies, ils continuèrent leur voyage, se déplaçant plus prudemment maintenant. Alexandre vérifiait périodiquement son téléphone, bien que la réception soit irrégulière si loin sous terre. Victoire devrait avoir atteint les agents fédéraux maintenant, chuchota-t-il. Ils vont se déplacer pour sécuriser les sorties du bâtiment. Vous lui faites entièrement confiance, observa Sophie. Ce n'était pas une question. Le sourire d'Alexandre était visible même dans la faible lumière. Victoire était la filleule de ma mère. Quand elle m'a approché il y a 5 ans, révélant que Richard l'avait engagée pour m'espionner, elle poursuivait en fait une enquête que ma mère avait commencée avant son accident. Elle a été loyale envers notre famille, le véritable héritage bois noir, depuis le début. Ils atteignirent une jonction où 3 tunnels convergeaient.
Alexandre fit une pause, s'orientant. Le tunnel nous mènera à une sortie près de la bibliothèque. De là, nous pourrons. Un soudain éclat de lumière derrière eux l'interrompit. C'est assez loin, neveu. Ils se retournèrent pour trouver Richard Boisnoir debout à l'embouchure du tunnel qu'ils venèrent de quitter, flanqué de deux hommes dont les vestes volumineuses ne pouvaient pas tout à fait dissimuler leurs armes. Richard ressemblait exactement à ces photos dans les magazines, d'affaires, distingué, bien soigné, rayonnant d'autorité d'entreprise. Mais maintenant, il y avait quelque chose d'autre dans son expression, quelque chose de froid et calculateur qui fit frissonner Sophie. « La mallette, s'il vous plaît, docteur Moreau. » La voix de Richard était douce, raisonnable. « Ces documents appartiennent à l'entreprise. L'espionnage industriel est un crime grave. Mais je suis prêt à passer outre votre implication, étant donné les circonstances. » Alexandre se plaça devant Sophie. « C'est fini, Richard. Victoire a déjà livré des copies de tout à la police. Ils savent pour le blanchiment d'argent, les liens avec le crime organisé, tout. Victoire. » Le rire de Richard était creux. Pauvre Victoire égarée, si désireuse de se montrer digne de la mémoire de sa marraine. Pensez-vous vraiment que... Je n'avais pas prévu cette possibilité. En ce moment, mes associés s'occupent de ce détail particulier. Sophie sentit Alexandre se tendre à côté d'elle. Si vous lui avez fait du mal... Les affaires sont les affaires, Alexandre. Quelque chose que ton père n'a jamais vraiment compris. Toujours à parler d'héritage, de responsabilité envers la communauté. Le visage de Richard se durcit. Il aurait mené l'entreprise à la ruine avec ses idéaux dépassés. Je nous ai sauvés. Je nous ai rendus plus forts. En devenant des criminels? La voix d'Alexandre tremblait de rage. En forçant des gens, bien comme Robert Moreau, à se cacher. Des sacrifices ont dû être faits. Richard fit signe à ses hommes. La mallette, maintenant, avant que cela ne devienne plus désordonné que nécessaire. L'esprit de Sophie tournait à toute vitesse, se souvenant de la disposition des tunnels qu'Alexandre avait décrite. Le tunnel menait à la bibliothèque, le tunnel nord au quai du métro et le tunnel ouest. Ses yeux se posèrent sur un panneau de maintenance près de leurs pieds, sa surface peinte avec des symboles d'avertissement décolorés. Elle serra le bras d'Alexandre, espérant qu'il comprendrait. Son léger hochement de tête était presque imperceptible. « Vous voulez la mallette ?» Sophie fit un pas en avant, la tenant. « La voici. » Au moment où l'attention de Richard se focalisa sur la mallette, Alexandre bougea. Son pied heurta le panneau de maintenance, l'envoyant s'ouvrir bruyamment. Un jet de vapeur jaillit des tuyaux, soit exposé, remplissant la jonction du tunnel d'une vapeur chaude et aveuglante. Sophie sentit la main d'Alexandre saisir la sienne, la tirant vers le tunnel est. Derrière eux, elle pouvait entendre Richard crier, les pas lourds de ses hommes résonnant dans la confusion. Ils coururent à travers l'obscurité emplie de vapeur, la connaissance des tunnels par Alexandre étant leur seul guide. Les poumons de Sophie brûlaient, mais elle serrait la mallette avec une détermination farouche. Quelque part au-dessus d'eux, des agents fédéraux se rapprochaient. Quelque part dans la ville, son père attendait. Et quelque part derrière eux, l'empire soigneusement construit de Richard Boisnoir commençait à s'effriter. La vérité, cachée pendant 15 ans dans les ombres et le silence, courait enfin vers la lumière. La vapeur sifflait des tuyaux au-dessus d'eux alors que Sophie et Alexandre émergèrent des tunnels de service dans le sous-sol de la Bibliothèque nationale. Le grand bâtiment était pratiquement vide à cette heure tardive, avec seulement quelques chercheurs dévoués encore penchés sur des livres dans les salles de lecture au-dessus. « Victoire devrait avoir une planque prête », chuchota Alexandre, vérifiant son téléphone. Son expression changea soudainement, un mélange de soulagement et d'inquiétude traversant ses traits. Elle est vivante. Les hommes de Richard n'ont pas réussi à la capturer, mais elle a été blessée. Les agents fédéraux l'ont mise en sécurité. La prise de Sophie se resserra sur la mallette. Où est-elle? Hôpital Saint-Louis. Elle est sous protection. Alexandre les guida à travers le niveau inférieur de la bibliothèque, ses mouvements précis et déterminés. Elle a réussi à transmettre les preuves à l'équipe de police. Ils se mobilisent maintenant, mais les connexions de Richard signifient que nous devons encore être prudents jusqu'à ce qu'ils puissent agir officiellement. Un message texte illumina le téléphone d'Alexandre. Papa dit tulipe jaune. Le message venait d'un numéro inconnu, mais le cœur de Sophie fit un bond. Les tulipes jaunes étaient les fleurs préférées de sa mère, quelque chose que
Seul son père saurait. « Il est vraiment là-bas », murmura-t-elle, en train de communiquer réellement. Alexandre serra doucement son épaule. « Il n'a jamais cessé de veiller sur vous, Sophie, même quand ce n'était pas sûr d'être proche. » Ils se dirigèrent vers l'entrée latérale de la bibliothèque, Alexandre vérifiant occasionnellement les angles morts des caméras de sécurité qu'il avait en quelque sorte mémorisées pendant sa convalescence à l'hôpital. L'air nocturne était frais sur leurs visages, alors qu'ils se glissaient dehors, le bruit ambiant de la ville les enveloppant après le silence claustrophobique du tunnel. Une élégante voiture noire était garée de l'autre côté de la rue, sa conductrice, une femme que Sophie reconnut de l'hôpital, l'une des infirmières qui avait soigné Alexandre. Mais quelque chose dans sa posture semblait différente maintenant, plus alerte et professionnelle. « Police », expliqua doucement Alexandre alors qu'ils approchaient. « Ils ont eu des agents sous couverture à l'hôpital depuis mon attaque, attendant. » Que Richard fasse son mouvement. L'agent infirmière leur ouvrit la porte de la voiture, ses mouvements efficaces et exercés. « Monsieur Boisnoir, docteur Moreau, nous devons bouger rapidement. Notre équipe vient de recevoir l'information que les associés de Richard se mobilisent à travers la ville. » Alors qu'ils s'installaient à l'arrière de la voiture, Sophie remarqua comment la façade confiante d'Alexandre se fissurait légèrement, révélant l'épuisement et la douleur qu'il devait encore ressentir de ses blessures. Il la surprit à le regarder et réussit un sourire fatigué. « J'aurais dû le voir il y a des années », dit-il doucement alors que la voiture s'insérait dans la circulation. Les signes étaient tous là. Les accidents mystérieux qui arrivaient aux personnes qui posaient trop de questions, la façon dont certains projets dépassaient toujours le budget, mais les chiffres s'équilibraient d'une manière ou d'une autre. À la fin, mon père a essayé de me mettre en garde avant son accident, mais j'étais trop concentré à prouver que j'étais digne de diriger l'entreprise. L'accident de votre père, hésita Sophie, était-ce vraiment un accident? Le visage d'Alexandre s'assombrit. Je ne sais plus. Richard a insisté pour utiliser cette compagnie d'avions privée particulière pour les voyages d'affaires de mon père. L'enquête a trouvé une défaillance mécanique, mais maintenant, il s'interrompit, perdu dans des souvenirs douloureux. La voiture serpentait à travers les rues de la ville, prenant une route indirecte pour éviter d'éventuels suiveurs. Le téléphone de Sophie vibra avec un autre message. Le jardin se souvient, rentre à la maison. Son souffle se coupa. Le jardin, leur petite parcelle communautaire, où elle et son père avaient passé d'innombrables week-ends à planter des légumes et des fleurs. Il avait été abandonné depuis sa disparition, mais elle payait toujours la cotisation annuelle pour garder la parcelle, incapable de lâcher cette dernière connexion avec lui. « Il veut que nous le rencontrions au jardin communautaire, » dit-elle. « Alexandre, sa voix tremblant légèrement. C'est à Boulogne près d'où j'ai grandi. » L'agente infirmière acquiesça, changeant doucement leur itinéraire. Mais alors qu'ils tournaient sur une avenue plus large, Sophie remarqua quelque chose dans le rétroviseur latéral, un SUV sombre reproduisant chacun de leurs virages. « Nous sommes suivis », annonça calmement l'agent, ses mains stables sur le volant. 2 véhicules, peut-être 3. Ils essayèrent de nous encercler. Le visage d'Alexandre se figea dans une détermination sombre. Richard doit avoir des gens à l'intérieur de la police. Il sait que nous sommes sur le point de tout exposer. L'agent appelait déjà des renforts, sa voix nette et professionnelle, alors qu'elle rapportait leur situation. Mais les renforts prendraient du temps à arriver, et leurs poursuivants se rapprochaient. Sophie regarda la mallette sur ses genoux, puis la ville défilant devant leurs fenêtres. Quelque part devant, se trouvait son père, attendant dans un jardin qui contenait 15 ans de souvenirs. Derrière eux, les hommes de Richard se rapprochaient, désespérés de faire taire la vérité avant qu'elle ne soit mise en lumière. L'agent les engagea dans une rue latérale, les SUV toujours à leur poursuite. « Je peux essayer de les semer, » dit-elle, « mais nous sommes à court d'options. » Sophie se redressa sur son siège, un plan se formant dans son esprit. « L'hôpital, » dit-elle soudainement. « L'hôpital général métropolitain. Je connais chaque entrée de service, chaque connexion au bâtiment environnant. Si nous pouvons y arriver... » Alexandre étudia son visage un moment, puis fit signe à l'agent. « Faites-le. » La voiture accéléra, se faufilant à travers la circulation vers l'hôpital où tout avait commencé. Derrière eux, les SUV donnèrent la chasse, leurs moteurs rugissant dans la nuit.
Mais pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Sophie ressentit une montée de confiance. C'était son territoire maintenant, et elle en avait fini de fuir la vérité. L'hôpital général métropolitain se dressait devant eux comme une forteresse. De verre et d'acier, les lumières de son service d'urgence projetant des flaques de clarté fluorescentes dans l'obscurité. L'agent arrêta leur voiture à une entrée de service, celle que Sophie utilisait régulièrement pendant ses gardes. « Ma carte d'accès nous fera entrer », expliqua Sophie, se dirigeant déjà vers la porte. « Une fois à l'intérieur, je peux nous amener à l'ancienne aile. Elle est en rénovation, complètement vide, mais tous les couloirs de connexion sont encore intacts. » Alexandre la suivit de près, sa respiration légèrement laborieuse. Sophie remarqua qu'il favorisait son côté gauche. Ses blessures prenaient clairement leur tribut. L'agent prit une position défensive derrière eux, son attention concentrée sur la rue, où leur poursuivant apparaîtrait à tout moment. La carte d'accès de Sophie fonctionnait, leur donnant accès à un monde qu'elle connaissait intimement. Les couloirs de service de l'hôpital étaient calmes à cette heure, peuplés seulement par l'occasionnel agent d'entretien ou employé des fournitures. Sa blouse blanche était toujours dans son sac, et elle l'enfila automatiquement, les aidant à se fondre dans le trafic normal de fin de soirée d'un grand hôpital. Ils se frayèrent un chemin à travers les couloirs labyrinthiques. Sophie, les guidant à travers des raccourcis et des passages arrière qui n'apparaissaient sur aucune carte publique. Derrière eux, ils pouvaient entendre le son faible de leurs poursuivants, essayant de naviguer dans le bâtiment complexe. « Ici », chuchota Sophie, les guidant à travers une lourde porte coupe-feu dans la zone de rénovation. La différence était immédiate. Des bâches recouvraient des équipements inutilisés et leurs pas résonnèrent dans le vide. Des fournitures de construction bordèrent les murs et l'air sentait le plâtre et la peinture. Alexandre s'appuya contre un mur, reprenant son souffle. « Intelligent », réussit-il à dire. « Ils ne peuvent pas utiliser leurs armes dans un hôpital actif sans attirer l'attention. Et dans cette section, nous pouvons les entendre venir, » termina Sophie. « Et il y a plein d'endroits pour se cacher. » Son. Téléphone vibra à nouveau. Un autre message de son père. Le jardin fleurit encore. Faites confiance au chemin. Il attend toujours, dit-elle doucement. Mais comment sortons-nous d'ici? Ils surveilleront chaque sortie. Alexandre se redressa, son visage empreint de détermination malgré sa douleur évidente. Nous n'avons pas besoin de trouver une sortie. Nous devons amener ces preuves à des personnes que Richard ne peut pas contrôler ou intimider. Il sortit son téléphone, lui montrant un site d'actualité. L'hôpital accueille un gala de charité ce soir. Dans le centre de conférence principal, les yeux de Sophie s'élargirent alors qu'elle comprenait. Les personnes les plus en vue de la ville y seront. Le préfet de police, le procureur, la presse. Les connexions de Richard sont fortes, acquiesça Alexandre. Mais même lui ne peut pas contrôler tout le monde. Si nous pouvons présenter les preuves publiquement, avec suffisamment de témoins. Un fracas résonna de quelque part derrière eux, suivi par le son de pas qui courent. L'agent prit une position défensive, son arme dégainée mais tenue basse. « Allez-y », ordonna-t-elle. « Rendez-vous au centre de conférence, je vais les retarder. » Sophie voulait protester, mais Alexandre la tirait déjà vers le couloir de connexion. Ils se déplacèrent aussi vite que ses blessures le permettaient, utilisant la connaissance de Sophie de la disposition de l'hôpital pour rester en avance sur leurs poursuivants. Les sons du gala de charité devenaient plus forts à mesure qu'ils approchaient, musique, rire, le murmure de centaines de conversations. Sophie pouvait voir les lumières du centre de conférence se déverser dans le couloir devant. Mais entre eux et cette sécurité se tenait Richard Boisnoir lui-même, son costume coûteux toujours impeccable, son expression froidement triomphante. Deux hommes l'encadraient, leur posture suggérant des armes dissimulées. « J'espérais vraiment que ça n'en arriverait pas là, » dit Richard, sa voix portant dans le couloir vide. « Alexandre, tu fais une terrible erreur. Pense à l'entreprise, pense à l'héritage de ton père. »« Je pense à son héritage, » répondit Alexandre, sa voix ferme malgré son épuisement. « Le véritable héritage, pas l'empire corrompu que tu as construit sur ses ruines. » Le visage de Richard se durcit. « La mallette, docteur Moreau, maintenant, où les choses vont devenir très désagréables. » Sophie serra la mallette plus fort, son esprit tournant à toute vitesse. Le centre de conférence était si proche, juste derrière Richard et ses hommes. Tous ses témoins,
tous ces smartphones prêts à enregistrer n'importe quoi d'inhabituel. S'il pouvait juste les atteindre. Une soudaine agitation derrière Richard fit tout le monde se retourner. Victoire Hiver se tenait là, son bras en écharpe, mais sa posture inébranlable. Derrière elle se trouvaient plusieurs agents de police, leurs armes dégainées. « C'est fini, Richard », annonça Victoire, son masque professionnel finalement complètement abandonné. « Nous avons tout. Les comptes offshore, la fraude à la construction, les preuves de ton implication dans l'attaque d'Alexandre, le témoignage de Robert Moreau, tout. » Témoignage. La composition de Richard se fissura pour la première fois. « C'est impossible. Il a disparu. »« Non, oncle Richard, il est ici. » La voix venait de l'entrée du centre de conférence. Robert. Moreau se tenait là. Plus âgé mais reconnaissable, son visage portant la même force douce dont Sophie se souvenait. Derrière lui se trouvaient plus d'agents de police, et au-delà d'eux, le gala de charité était devenu silencieux, des centaines de témoins regardant la scène se dérouler. Sophie sentit des larmes couler sur ses joues alors qu'elle regardait. Son père, voyant 15 ans de séparation et de sacrifice dans ses yeux. Il lui tendit la main et soudain elle courait, la mallette oubliée alors qu'elle se jetait dans ses bras. « Je suis désolé », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je suis tellement désolé d'avoir dû rester loin. Mais c'est fini maintenant. Nous le tenons. » Richard regarda frénétiquement autour de lui, voyant son monde soigneusement construit s'effondrer autour de lui. Ces hommes étaient déjà désarmés et menottés par des agents de police. Victoire récupérait la mallette, s'assurant que les preuves étaient sécurisées. Et Alexandre Boisnoir se tenait droit malgré ses blessures, regardant l'empire de son oncle tomber avec un mélange de tristesse et de résolution sur son visage. La vérité cachée si longtemps dans les ombres et le silence émergeait enfin dans la lumière. Les jours suivant l'arrestation de Richard passèrent dans un flou d'interviews fédérales, de conférences de presse et de réunions émotionnelles. Sophie se retrouva à partager son temps entre ses fonctions hospitalières, aider Alexandre à naviguer dans les retombées de l'entreprise et rattraper 15 années perdues avec son père. Ils étaient assis ensemble maintenant dans son petit appartement, partageant café et souvenirs autour d'un petit déjeuner qui avait refroidi pendant qu'ils parlaient. Robert Moreau semblait étrangement à l'aise sur son canapé usé, comme si aucun temps n'était passé. « La partie la plus difficile, dit-il, réchauffant ses mains autour de sa tasse de café, était de te voir lutter et de ne pas pouvoir t'aider. Chaque fois que je te voyais prendre des gardes supplémentaires pour rembourser tes prêts étudiants, chaque fois que tu devais déménager dans un appartement plus petit, il s'interrompit, la douleur évidente dans sa voix. « Tu me protégeais », lui rappela doucement Sophie. « Si Richard avait su que tu me surveillais, il m'aurait utilisé pour t'atteindre. Ta mère serait si fière de toi, sourit Robert, ses yeux s'embuant légèrement. Une brillante docteure, exactement comme elle avait toujours dit que tu serais. » Le téléphone de Sophie vibra, un message d'Alexandre. Le conseil d'administration de l'entreprise avait convoqué une réunion d'urgence. Avec Richard et ses alliés les plus proches en détention, les membres restants du conseil se précipitaient pour se distancier du scandale. « Vas-y, » dit son père, lisant son expression. « Alexandre a besoin de toi. Je serai là quand tu reviendras. Je te le promets. » Le siège de Boisnoir Construction occupait une tour étincelante dans le centre de Paris, son hall maintenant constamment bondé de journalistes espérant des mises à jour sur le scandale. Sophie se fraya un chemin parmi eux, avec une aisance pratiquée, utilisant sa carte d'accès exécutif nouvellement accordée pour atteindre l'ascenseur privé. Elle trouva Alexandre dans la salle du conseil, ressemblant davantage à son ancien, lui dans un costume impeccable. Victoire était assise à côté de lui, son bras toujours en écharpe, mais sa présence aussi imposante que jamais. Les membres restants du conseil occupaient les autres sièges, leurs expressions un mélange d'inquiétude et de calcul. « Docteur Moreau », Alexandre sourit chaleureusement quand elle entra. « S'il vous plaît, rejoignez-nous. Nous discutions justement de la future orientation de l'entreprise. » Sophie prit place, notant avec quel naturel Alexandre avait assumé le manteau de leadership de son père. La semaine passée l'avait changé, brûlant tout doute de soi restant et révélant le leader qu'il était toujours destiné à être. « L'enquête fédérale a innocenté les projets actuels de l'entreprise, » expliquait Victoire, faisant glisser des documents sur la table. « Mais nous devrons mettre en œuvre de nouvelles procédures de surveillance,
une transparence totale dans toutes nos opérations. Et des initiatives caritatives significatives, ajouta Alexandre, en commençant par une rénovation complète du service des urgences de l'hôpital général métropolitain. Sophie leva brusquement les yeux à cette nouvelle, mais l'expression d'Alexandre resta professionnellement neutre. Seul le léger scintillement dans son œil trahissait la signification personnelle derrière le geste. La réunion continua, des plans étant élaborés pour reconstruire non seulement la réputation de l'entreprise, mais ses fondations même. Alexandre esquissa sa vision de pratiques commerciales éthiques, d'implication communautaire et de responsabilité d'entreprise. Tout ce en quoi son père avait cru. Tout ce que Richard avait corrompu. Lorsque les membres du conseil sortirent, enfin, laissant Sophie seule avec Alexandre et Victoire, les masques professionnels tombèrent. Victoire retira immédiatement ses talons, posant ses pieds sur la coûteuse table de conférence. « Eh bien, sourit-elle, ça s'est mieux passé que prévu. Étonnant comme ils se sont tous rapidement alignés sur ta vision une fois que les comptes offshore de Richard ont été exposés. » Alexandre rit, desserrant sa cravate. En parlant d'exposition, les agents fédéraux ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les fichiers privés de Richard. De la documentation sur l'accident d'avion de mon père. Son expression s'assombrit. Ce n'était pas une défaillance mécanique. Richard avait tout arrangé jusqu'à soudoyer les enquêteurs initiaux. Sophie se déplaça à ses côtés, prenant sa main. « Je suis vraiment désolé, Alexandre. » Il serra doucement sa main. « Au moins maintenant nous connaissons la vérité. Nous pouvons enfin honorer sa mémoire correctement. » Il se tourna pour lui faire face entièrement. « Sophie, j'ai réfléchi. L'entreprise a besoin d'une restructuration complète, de nouvelles perspectives, de personnes qui comprennent l'importance d'un leadership éthique. » Alexandre, commença Sophie, mais il leva une main. « Je ne t'offre pas un emploi, sourit-il. Je t'offre un partenariat. Ton expertise médicale, ton intégrité, ta compréhension de ce que devraient être les priorités de cette entreprise, nous en avons besoin. J'en ai besoin. » Victoire émit un petit son qui aurait pu être un rire réprimé. « Embrasse-la déjà, patron. Nous savons tous que c'est là que ça mène. » Sophie sentit ses joues rougir, mais les yeux d'Alexandre restèrent fixés sur les « C'est un sérieux malgré les taquineries de Victoire. Qu'en dis-tu, docteur Moreau? Prête à m'aider à reconstruire cette entreprise de la bonne façon ?» En regardant dans ses yeux, Sophie vit plus qu'une proposition d'affaires. Elle vit tous les moments qui les avaient menés ici. Une rencontre fortuite dans une ruelle sombre. Une mission partagée pour la vérité. Une connexion grandissante qui avait en quelque sorte fleuri au milieu du chaos. Et elle vit un avenir, inattendu mais en quelque sorte parfait, s'ouvrir devant eux. Le jardin communautaire à Boulogne fleurissait à nouveau. Sophie se tenait parmi les légumes et les fleurs nouvellement plantées, regardant son père s'occuper d'une rangée de tulipes jaunes, les préférées de sa mère. La petite parcelle qui était restée vide pendant 15 ans débordait maintenant, de vie, tout comme tout le reste dans leur vie nouvellement réunie. « La terre se souvient, dit Robert, tapotant le sol de ses mains expérimentées. Peu importe combien de temps tu la laisses, elle est toujours prête à nourrir une nouvelle croissance. » Sophie sourit à la métaphore, connaissant le penchant de son père pour trouver la sagesse dans leur travail de jardin. Cela faisait 3 mois depuis l'arrestation de Richard, 3 mois de guérison, de reconstruction et de reconnexion. Le bruit de chaussures coûteuses sur le chemin du jardin les fit tous deux lever les yeux. Alexandre approchait, portant ce qui semblait être des plans. Il avait desserré sa cravate en concession au cadre décontracté, mais paraissait par ailleurs tout à fait le PDG prospère qu'il était devenu. « Les plans de rénovation de l'hôpital », annonça-t-il, étalant les plans sur un banc proche. « Je voulais ton avis sur la nouvelle disposition du service des urgences. » Sophie examina les plans avec son œil professionnel, notant comment la conception incorporait tout ce dont elle avait toujours rêvé pour un service d'urgence. Un meilleur flux, plus d'espace privé pour les familles, des équipements de pointe, mais quelque chose dans le comportement d'Alexandre semblait nerveux, distrait. « C'est parfait, dit-elle, levant les yeux pour le trouver en train de l'observer attentivement. « Mais ce n'est pas vraiment pour ça que tu es venu au jardin, n'est-ce pas ?» Alexandre jeta un coup d'œil à Robert, qui s'intéressait soudainement beaucoup à ses tulipes, bien que Sophie puisse le voir cacher un sourire. « Non, » admit Alexandre, « je suis venu parce que cet endroit représente quelque chose d'important. De nouveaux débuts, la croissance,
la patience d'attendre le bon moment. Il prit une profonde respiration. Sophie, ces derniers mois à travailler ensemble, à reconstruire l'entreprise, apprendre à te connaître, je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Le cœur de Sophie commença à s'accélérer alors qu'Alexandre sortait de sa poche non pas une boîte à bijoux comme elle s'y attendait à moitié, mais une simple enveloppe. « Ouvre-la », dit-il doucement. À l'intérieur se trouvait un titre de propriété pour la parcelle de jardin, mais avec une modification. L'espace avait été élargi, incorporant plusieurs parcelles adjacentes en un plus grand jardin communautaire, et la propriété était listée sous leurs deux noms. « J'ai pensé, » dit Alexandre, sa voix tendre, « que nous pourrions construire quelque chose ici, ensemble. Pas seulement des fleurs et des légumes, mais un lieu pour les familles, pour que les enfants apprennent à faire pousser des choses, pour que la communauté se rassemble. » Il fit une pause, prenant ses mains dans les siennes. « Un lieu pour notre avenir. » Sophie regarda l'acte, puis Alexandre, voyant dans ses yeux tout l'amour et la promesse dont elle avait jamais rêvé de trouver. « Tu me demandes en mariage dans un jardin communautaire ?» En fait, la voix de son père vint de derrière eux, pleine de joie à peine réprimée. Il m'a demandé ma permission d'abord. Très traditionnel de sa part. Alexandre sourit, un peu penaud. J'ai pensé à des restaurants chics, des propositions élaborées, mais cela semblait juste. Ce jardin représente tout ce que j'aime chez toi, ta force, ta capacité à nourrir, la croissance et la guérison, tes racines profondes dans cette communauté. Il serra doucement ses mains. Alors oui, Sophie Moreau, je te demande en mariage dans un jardin communautaire. Qu'en dis-tu ? Sophie regarda autour d'elle les plantes florissantes, le visage rayonnant de son père, l'homme qui était en quelque sorte devenu essentiel à son bonheur au milieu de la découverte de vérités longtemps enterrées. La réponse était aussi naturelle que les choses qui poussaient autour d'eux. « Oui », murmura-t-elle, puis rit de joie pure. « Oui », Alexandre l'attira près de lui, leur baiser témoigné par des fleurs en fleurs, et le père de Sophie qui pleurait silencieusement. Quand ils se séparèrent enfin, Sophie remarqua Victoire debout à l'entrée du jardin, essayant de paraître innocente malgré l'appareil photo professionnel dans ses mains. « Quoi ?» Victoire sourit à leurs expressions surprises. « Vous ne pensiez pas que je manquerais de documenter cela, n'est-ce pas? Quelqu'un doit gérer l'annonce sur les réseaux sociaux. La presse va adorer ça. PDG d'entreprise fait sa demande dans un jardin communautaire. Symbolisme parfait de la nouvelle direction de l'entreprise. » En parlant de nouvelle direction, Alexandre se tourna vers Sophie, ses yeux scintillants. « Que dirais-tu de tenir le mariage ici? Nous pourrions installer la cérémonie juste parmi les fleurs, des guirlandes de lumière dans les arbres. » Sophie l'embrassa à nouveau, coupant court à sa planification. Il y aurait du temps pour tout cela plus tard. Pour l'instant, elle voulait juste savourer ce moment. Debout dans le jardin de son père, entourée de choses qui poussent, embrassant un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer cette nuit pluvieuse, où elle avait trouvé un étranger blessé dans une ruelle. Parfois, réalisa-t-elle, les meilleures choses de la vie grandissent à partir des graines les plus inattendues. Le service des urgences rénové de l'hôpital général métropolitain brillait sous ces nouvelles lumières, témoignage de ce qui pouvait être accompli lorsque le pouvoir des entreprises était utilisé pour le bien plutôt que pour le profit. Sophie se tenait à l'entrée, absorbant la transformation. Des équipements modernes remplissèrent les salles, la disposition était plus efficace, et il y avait des zones d'attente confortables pour les familles, tout ce dont elle avait rêvé pendant ces longues nuits de garde. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Victoire apparut à côté d'elle, clipboard en main. Son bras avait complètement guéri, lui permettant de reprendre son rôle d'organisatrice en chef de tout. La presse l'appelle déjà un modèle pour les partenariats hôpital-entreprise, bien que je soupçonne que la motivation d'Alexandre n'était pas entièrement liée à une bonne publicité. Sophie sourit, touchant la bague de fiançailles à son doigt. Elle était élégante mais discrète. Alexandre l'avait choisie parfaitement, comprenant que quelque chose de trop voyant gênerait son travail médical. Comment avancent les préparatifs du mariage? Tout est dans les temps. Victoire consulta sa tablette omniprésente. Le jardin est en préparation. Les lumières seront installées la semaine prochaine. Et ton père a en quelque sorte réussi à faire fleurir chaque fleur exactement à temps. Je jure qu'il a une sorte de capacité à murmurer aux plantes. Elle
marchèrent ensemble à travers le nouveau service, vérifiant les derniers détails avant la cérémonie d'inauguration prévue pour le lendemain. Les 5 membres du personnel étaient déjà en formation sur les nouveaux équipements, leur excitation palpable. « As-tu des nouvelles de Richard ?» demanda doucement Sophie alors qu'elles atteignaient son nouveau bureau, un espace auquel elle avait initialement résisté, mais qu'elle avait finalement accepté comme nécessaire pour son double rôle de chef de la médecine d'urgence et de liaison pour les initiatives de santé de Bois Noir Construction. L'expression de Victoire s'assombrit légèrement. Il a accepté un accord de plaidoyer, 20 ans minimum avec restitution complète aux victimes de l'entreprise. Les preuves étaient trop accablantes, même pour ses avocats coûteux. Elle fit une pause, son masque professionnel glissant pour montrer une émotion authentique. Alexandre lui a rendu visite la semaine dernière, a essayé une dernière fois de comprendre pourquoi. A-t-il obtenu des réponses? Rien de satisfaisant. Juste les mêmes vieilles justifications sur la nécessité commerciale et le maintien du pouvoir. Victoire secoua la tête, mais Alexandre est en paix avec ça. Il se concentre sur l'avenir maintenant, sur la construction de quelque chose de meilleur. Le téléphone de Sophie vibra, un message de son père. Il venait de terminer la plantation de la dernière rangée de fleurs pour le mariage, et il voulait son avis sur l'arrangement. En pièce jointe se trouvait une photo du jardin, transformée de ses humbles débuts en quelque chose de magique. Des guirlandes de lumière attendaient d'être accrochées dans les arbres, et une allée naturelle avait été créée entre des parterres de fleurs en fleurs. « C'est magnifique », murmura-t-elle, montrant la photo à Victoire. Sophie s'assit à son bureau, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. Tant de choses avaient changé ces derniers mois. Pourtant, certaines choses semblaient exactement comme elles auraient toujours dû être. Son père était de retour dans sa vie, partageant sa sagesse et son amour pour nourrir la croissance. Elle avait trouvé sa place non seulement en tant que médecin, mais en tant que personne qui pouvait aider à façonner l'avenir des soins de santé dans la ville. Et Alexandre, comme s'il était invoqué par ses pensées, il apparut dans l'embrasure de sa porte, sa veste de costume drapée sur un bras. « Prête pour le déjeuner ? J'ai pensé qu'on pourrait essayer ce nouveau restaurant près du jardin, puis vérifier les préparatifs du mariage. Toujours en train de planifier, taquina Victoire, rassemblant ses affaires. Je vais vous laisser seuls, les tourtereaux. Rappelez-vous simplement que nous avons la dégustation finale pour le menu de la réception à 16 h. Une fois, seul Alexandre traversa jusqu'au bureau de Sophie, l'attirant dans un doux baiser. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, désignant le service rénové autour d'eux. « Tout ce que tu espérais ?»« Mieux » sourit Sophie, pensant à toutes les vies qui seraient sauvées et guéries dans cet espace. Bien que je pense toujours que le budget était excessif. « Rien d'excessif à investir dans le sauvetage de vies » rétorqua Alexandre, un argument familier entre eux. D'ailleurs, ce n'est que le début. Le Conseil a approuvé des projets similaires pour 3 autres hôpitaux dans des zones défavorisées. Sophie rassembla ses affaires, prête pour leur rendez-vous déjeuner. Alors qu'ils marchaient ensemble à travers les couloirs de l'hôpital, les membres du personnel les saluaient chaleureusement. C'était leur monde maintenant, un lieu où le pouvoir des entreprises et les soins médicaux travaillaient ensemble, où le profit n'était pas la seule mesure du succès. Dehors, l'air printanier était chaud et plein de promesses. Ils décidèrent de marcher jusqu'au restaurant, profitant du simple plaisir d'être ensemble, sans crise ou conspiration planant au-dessus d'eux. Leur conversation dériva entre les plans de mariage, les projets hospitaliers et les moments simples et quotidiens qui étaient devenus précieux après tout ce qu'ils avaient traversé. « Parfois, je n'arrive toujours pas à y croire », admit Sophie alors qu'ils attendaient à un passage piéton. « Si je n'avais pas pris ce raccourci par la ruelle cette nuit-là. » Alexandre serra sa main. « J'aime penser que nous nous serions trouvés de toute façon. Certaines choses sont simplement destinées à être. » Le feu changea et ils traversèrent la rue ensemble, avançant dans leur avenir partagé, un pas à la fois. La veille de leur mariage, Sophie fit une dernière visite à la ruelle où tout avait commencé. L'étroit passage avait été transformé depuis cette nuit pluvieuse, nettoyé, bien éclairé, avec des jardinières de fleurs ajoutant une beauté inattendue à l'espace urbain. Une petite plaque sur le mur commémorait l'endroit où le destin est intervenu, comme Victoire avait insisté pour le formuler. Elle se tenait là au crépuscule naissant, se souvenant de la peur et de l'incertitude de ce moment où elle avait d'abord trouvé.
Alexandre gisant blessé sur le sol. Comment aurait-elle pu savoir alors qu'aider un étranger l'amènerait non seulement à l'amour, mais à la résolution de mystères qui l'avaient hanté pendant 15 ans? Je pensais bien te trouver ici, là. Voix de son père la fit se retourner. Robert Moreau se tenait à l'entrée de la ruelle, les mains dans les poches, la regardant avec compréhension dans les yeux. « J'avais juste besoin d'un moment, » expliqua Sophie, « pour me rappeler comment tout a commencé. » Il la rejoignit, regardant la plaque avec un léger sourire. « La vie a une façon de boucler la boucle. J'ai passé tant d'années à observer de loin, essayant de te protéger tout en rassemblant des preuves contre Richard. Je n'ai jamais imaginé que cela se terminerait comme ça, avec toi trouvant non seulement la vérité, mais ton propre chemin vers le bonheur. » Sophie s'appuya contre l'épaule de son père, respirant le parfum familier qui lui avait manqué pendant si longtemps. « Avais-tu peur, cette nuit où j'ai trouvé Alexandre ?»« Terrifié, admit-il. Je savais que Richard avait organisé l'attaque. Je devais rencontrer Alexandre ici moi-même, mais j'ai été retardé. Quand je t'ai vu l'aider, il secoua la tête. J'ai voulu sortir de ma cachette, te tirer loin du danger. Mais ensuite j'ai vu à quel point tu étais devenue capable, à quel point tu étais forte. Tu n'avais plus besoin de ma protection. J'ai toujours eu besoin de toi, papa, dit doucement Sophie. Pas pour me protéger, pour être là, pour partager des moments comme celui-ci. Ils se tenaient dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville s'animer autour d'eux. Demain, cette ruelle serait remplie de fleurs, l'idée d'Alexandre pour honorer l'endroit où leur histoire avait commencé. Leurs invités de mariage y passeraient en se rendant au jardin, transformé d'un lieu de danger en un chemin vers la célébration. « Ta mère aurait adoré Alexandre, » dit soudainement Robert. « Elle disait toujours que tu avais besoin de quelqu'un qui pourrait égaler ta compassion par l'action, ton dévouement par des ressources pour apporter un vrai changement. » Sophie sourit, pensant à la rénovation de l'hôpital, aux jardins communautaires élargis, à tous les plans qu'elle et Alexandre avaient pour l'avenir. Je pense qu'elle m'a mené à lui, d'une certaine façon. Son souvenir m'a soutenu, à travers la faculté de médecine, à travers toutes ces années difficiles. Et maintenant tu crées le genre de changement dont elle a toujours rêvé. Robert la serra près de lui. Elle regarde, ma chérie. Elle a tout vu. Un claquement familier de talons sur le pavé annonça l'arrivée de Victoire. Elle apparut à l'entrée de la ruelle, réussissant en quelque sorte à paraître élégante, même légèrement essoufflée. Vous voilà. Alexandre est sur le point de devenir fou en se demandant où vous avez disparu. Et nous avons encore le dîner de répétition à traverser. Elle s'arrêta prenant conscience de leur emplacement. Bien que j'aurais dû savoir que vous viendriez ici. Sophie rit, enlaçant son bras avec celui de son père. Je rends juste hommage au destin avant que nous le rendions officiel. Eh bien, le destin peut attendre, déclara Victoire. Nous avons un programme à respecter, et vous savez ce que je pense des programmes. Alors qu'ils marchèrent vers la voiture qui attendait, Sophie jeta un dernier regard à la ruelle. Demain, elle emprunterait ce chemin à nouveau, non pas vers l'incertitude et le danger, mais vers l'amour et la promesse. Les rencontres secrètes et les preuves cachées seraient remplacées par une célébration ouverte et une joie partagée. Les lumières de la ville scintillaient au-dessus d'eux comme des étoiles, bénissant leur voyage de l'obscurité vers la lumière. Demain apporterait de nouveaux commencements, mais ce soir était pour se souvenir du chemin qui les avait menés ici, à travers la peur et la perte, à travers le courage et la persévérance, à travers la vérité enfin révélée et la justice enfin rendue. Le cœur de Sophie semblait déborder d'amour pour son père à ses côtés, pour Alexandre qui attendait au restaurant, pour Victoire s'occupant des derniers détails, pour toutes les pièces de sa vie qui, d'une façon ou d'une autre, étaient tombées parfaitement en place. Parfois, les plus longs voyages menaient directement à la maison, mais avec un cœur transformé par le voyage. Le jardin communautaire n'avait jamais été plus beau. Des guirlandes de lumière scintillaient dans les arbres comme des étoiles capturées, et des fleurs de toutes les couleurs bordaient l'allée naturelle entre les parcelles cultivées. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur les invités rassemblés, Sophie se tenait avec son père à l'entrée de leur espace transformé. « Prête, ma chérie ?» demanda Robert, ajustant le simple bouquet de tulipes jaunes dans ses mains,
Un hommage aux fleurs? Préférée de sa mère, Sophie, acquiesça sa robe blanche captant la lumière du soir. La robe était élégante mais pratique, tout comme la femme qui la portait, conçue pour lui permettre de bouger librement, de danser, de célébrer sans contrainte. Victoire s'était surpassée avec les arrangements, transformant l'humble jardin en un espace enchanté, où nature et élégance fusionnaient sans effort. La musique commença, pas la traditionnelle marche nuptiale, mais une douce mélodie qui rappelait à Sophie la pluie printanière et les nouveaux commencements. Alors qu'elle et son père commençaient à descendre l'allée, elle vit des visages familiers parmi les invités. Ses collègues de l'hôpital, certains encore en tenue de travail après leur service, les agents de police qui avaient aidé à traduire Richard en justice, maintenant des amis plutôt que des protecteurs, les membres du jardin communautaire qui avaient embrassé leur vision d'expansion et de croissance. Et au bout de l'allée, Alexandre attendait. Ses yeux ne quittèrent jamais son visage alors qu'elle approchait, son expression pleine d'un tel amour et émerveillement que Sophie sentit que son cœur pourrait éclater. À côté de lui se tenait Victoire, servant à la fois de témoin et de coordinatrice de mariage, son clipboard enfin mis de côté en faveur d'un bouquet. La cérémonie elle-même était simple mais significative. Ils échangèrent des vœux sous une arche couverte de roses grimpantes, promettant non seulement l'amour et la fidélité, mais le partenariat en toutes choses, dans la guérison, dans la croissance, dans l'amélioration du monde, un projet à la fois. Les anneaux que vous échangez aujourd'hui, dit l'officiant, représentent non seulement votre amour l'un pour l'autre, mais le cercle complet de votre voyage. D'une rencontre fortuite dans l'obscurité à ce moment de lumière et de célébration. Alors qu'ils glissaient les anneaux aux doigts l'un de l'autre, Sophie surprit son père essuyant des larmes. Il avait insisté pour fabriquer lui-même l'écrin des alliances, le sculptant dans du bois avec un petit compartiment caché à l'intérieur, un dernier espace secret, cette fois ne contenant que de la joie. La célébration qui suivit était un mélange parfait d'élégance et de chaleur. Des tables étaient installées parmi les parcelles du jardin, permettant aux invités de dîner entourés de choses en croissance. La restauration, supervisée par les normes exigeantes de Victoire, présentait des herbes et des légumes du jardin lui-même. Alors que la soirée s'approfondissait, les guirlandes de lumière créaient une atmosphère magique. Alexandre mena Sophie dans leur première danse, se déplaçant entre les fleurs en fleurs, comme s'ils avaient toujours été destinés à danser ensemble à cet endroit précis. « Heureuse » murmura-t-il, alors qu'ils se balançaient au rythme de la musique. « Parfaite » répondit-elle, posant sa tête sur son épaule. « Bien que je n'arrive toujours pas à croire que tu aies réussi à garder la rénovation de l'hôpital secrète jusqu'à la dernière minute. » Alexandre rit doucement. « J'ai eu de l'aide. Ton père est étonnamment doué pour garder des secrets quand ce sont des secrets joyeux. » En parlant de son père, Sophie l'aperçut dansant avec Victoire, tous deux riant alors qu'ils tentaient de lui apprendre les pas d'une vieille danse familiale. Cette vision réchauffa son cœur, sa famille d'avant et sa nouvelle se mélangeant aussi naturellement que les fleurs dans le jardin. Plus tard, alors que la célébration continuait autour d'eux, Sophie et Alexandre s'éclipsèrent pour un moment de tranquillité. Ils se tenaient ensemble au bord du jardin, regardant l'espace transformé qui représentait tant de leur voyage. « Penseuse-y », médita Alexandre, son bras autour de sa taille. « Si tu n'avais pas pris ce raccourci par la ruelle, si tu n'avais pas essayé de rencontrer mon père cette nuit-là, si Richard n'avait pas... » Alexandre s'arrêta, secouant la tête. « Non, ne pensons pas à lui ce soir. Il s'agit de nous, de l'avenir que nous construisons ensemble. » Sophie se tourna pour lui faire face, tendant la main pour toucher sa joue. Un avenir avec pas mal de projets, si je me souviens bien. L'expansion du réseau hospitalier, le programme de jardin communautaire, les initiatives éducatives, tout cela peut attendre jusqu'après notre lune de miel, sourit Alexandre, se penchant pour l'embrasser. Ce soir est juste pour nous. Comme sur un signal, une douce brise balaya le jardin, portant le parfum des fleurs en fleurs et des possibilités infinies. Les lumières scintillaient au-dessus d'eux comme des étoiles bienveillantes, bénissant ce moment de bonheur parfait. Sophie regarda autour d'elle, leurs proches rassemblés, le jardin qui était passé d'un lieu de souvenir à un symbole de nouveau commencement, l'homme qui était passé d'un étranger dans le besoin à l'amour de sa vie. Elle pensa au voyage qui les avait amenés ici, à travers l'obscurité et la lumière, à travers la
perte et la récupération, à travers la peur et le triomphe. Certains pourraient appeler cela le destin ou la destinée, ou simple hasard. Mais debout ici dans le jardin de son enfance, maintenant transformé en jardin de son avenir, Sophie savait que c'était quelque chose de plus. C'était le résultat naturel de 2 cœurs dédiés à la guérison, à la croissance, à rendre le monde un peu meilleur partout où ils le pouvaient. Et c'était la plus grande vérité de toutes, que l'amour, comme les fleurs fleurissant, autour d'eux, pouvait croître à partir des circonstances les plus inattendues, en quelque chose de beau, de fort et de durable. Alors qu'ils rejoignaient leurs invités, retournant dans le cercle de lumière et de célébration, Sophie savait que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Leur histoire, comme le jardin lui-même, continuerait à grandir, à fleurir, à créer une nouvelle beauté dans le monde. Et ils affronteraient tout cela ensemble, un jour à la fois, dans l'amour, la vérité et des possibilités infinies.